Merci. On avait dit avec Manu, oh, puisque je vais à Marseille, on va faire un petit pot au local. Alors, Manu, qui a un humour un peu, que vous le connaissez, il me dit petit pot à Marseille, c'est pas possible. Donc, on va se mettre sur la place. Nous voilà. Je ne m'attendais pas à vous voir aussi nombreux, alors que vous avez été prévenus très récemment. Vous êtes, pour la plupart d'entre vous, des gens qui sont dans le réseau insoumis, donc je parle à des amis, des camarades, et j'en tiens compte au moment où je vous en parle. Mais je vous dois aussi une part de vérité personnelle. La vie de chaque être humain est une sorte d'odyssée, c'est-à-dire un grand voyage. Et dans ce grand voyage, nous autres, les Méditerranéens, nous tournons en rond depuis 2 ou 3 000 ans, ou peut-être même plus, entre les rivages. Et ce sont les mêmes, qui sont tantôt espagnols, tantôt marocains, tantôt algériens, tunisiens, libyens, et ensuite ils font le tour de l'autre côté, et ainsi de suite. Ma vie, comme la vôtre, est un voyage de cette sorte. Je suis arrivé à Marseille, venant de mon Maroc natal, d'une famille de pieds noirs, dont je m'empresse de vous dire qu'ils n'étaient pas des colons, et qu'arrivés pauvres, ils sont morts pauvres, et sont aujourd'hui à la fosse commune. Et donc j'ai pensé que pour la première sortie que je ferais, après avoir annoncé pour la 4e fois une candidature sur laquelle nous avons longuement réfléchi en termes politiques et non pas personnels, eh bien, c'était bien que je commence par Marseille, puisque c'est par Marseille que j'ai commencé ma nouvelle vie quand je suis arrivé de mon Maroc natal. Et c'est à Marseille que j'ai fini une longue série de représentations de ce qui était si important pour moi, qui était d'être l'élu du peuple français. J'ai toujours vécu les mandats qui m'ont été confiés par le peuple comme une sorte d'onction, comme une sorte de validation, de légitimation. Et c'est pourquoi, m'adressant à vous autres les plus jeunes, je sais que peut-être vous avez moins d'incertitude que j'en avais lorsqu'accueilli ici, je fus somptueusement traité de bougnoule par ceux qui nous reçurent. Et donc j'ai commencé à 11 ans, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont commencé à connaître à peu près au même âge, à le découvrir et à le comprendre, le racisme, la xénophobie, portée en général par des ignorants qui parfois sont si ignorants qu'on en a du mal à leur en vouloir et on se dit, mon Dieu, t'es trop bête pour que je t'en veuille. Donc j'ai partagé tout ça avec vous et je me suis dit, puisque toute vie est une œuvre, alors ce chapitre nouveau est si décisif pour moi, eh bien je vais le commencer à Marseille avec vous. Aux plus jeunes, mon premier et définitif message sera « Ce pays est à nous. Ne l'oubliez jamais. Ne vous laissez jamais mettre sur le bord de l'assiette. » La France est une et indivisible par son peuple. Son identité est une et indivisible. Ceux qui commencent à trier parmi nous, d'après la couleur de peau ou la religion, ne détruisent pas seulement une manière de vivre ensemble, ils détruisent la France elle-même. Il n'est pas de France possible autrement que dans son unité. Et son unité ne veut pas dire uniformité. Nous sommes très différents. Nous avons des avis contraires. Nous sommes capables de tout cela. Mais par-dessous tout, nous sommes capables d'aimer ce pays pour quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, qui est qu'on peut avoir eu envie d'être français. Mon grand-père maternel a fui la première dictature Primo de Rivera en Espagne parce qu'il voulait être français. Et je viens ici devant vous le 7 mai. Demain, on célébrera la victoire sur les nazis. N'oubliez jamais ce que sont les nazis. Ce sont d'abord et avant tout des racistes, en plus d'être, ce qui va souvent ensemble, des voyous, des voleurs et des assassins. Et la victoire sur les nazis, ici à Marseille, elle prend un sens plus français que partout ailleurs. On n'avait pas demandé leur avis aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens.
pour venir combattre. Et pour ça, ce sont les Goum, des Tabors marocains, les Spahis et tous les autres qui ont fait cette libération. Le débarquement de Provence, qui a lieu en août 1944, il comporte 80% de Maghrébins, 50% d'Algériens, de Marocains, d'Africains au sud du Sahara, 30% de pieds noirs, 8% de ceux du territoire hexagonal. Si bien que tous ces gens à qui on n'avait pas demandé s'ils étaient d'accord pour venir libérer la France sont venus et ont donné leur vie. Pas seulement pour libérer la France, mais pour vaincre le cancer du racisme. Et si nous leur devons honneur, hommage et mémoire, c'est parce qu'ils ont vaincu les nazis, avant toute chose. C'est-à-dire, vaincus les nazis, nous devons les regarder comme ces vainqueurs plutôt que comme ceux qui étaient enrôlés de force, puisqu'ils ont mené la guerre et ils l'ont menée jusqu'au bout. Ici à Marseille, dans la pente qui mène à Notre-Dame de la Garde, il y avait en haut plusieurs positions allemandes. Et il a fallu monter toute cette rue. Sur les 1800 morts de la libération, plus de la moitié sont des Marocains. Un jour, vous ferez, mes amis, un défilé comme il s'en fait dans d'autres pays, et vous porterez fièrement les portraits de votre grand-père, de votre grand-mère, de ceux qui ont fait la France, ceux qui l'ont libérée, ceux qui l'ont construite, ceux qui l'ont reconstruite, ceux qui l'ont aidé à franchir toutes les grandes étapes. La France est une et indivisible dans son peuple, hier comme aujourd'hui, à la condition d'être la patrie de la liberté commune, de l'égalité commune, de la fraternité commune. Je suis l'homme de cette histoire-là. J'ai connu, et je mets en garde tout le monde, il n'y a pas de limite à la haine raciste. Il n'y a pas de limite à la bêtise. Votre unité est le bien le plus précieux pour vous, les uns comme les autres. Mais cette unité n'est possible que si l'on s'émancipe des grands fléaux qui nous frappent. Et si nous sommes continuellement aux avant-postes de toutes les batailles contre l'ignominie raciste. Et je veux dire que comme sont venus pour nous libérer les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Pieds Noirs, les résistants d'ici, si nombreux, si combattants, si hardis, qui moururent tant, eh bien alors nous aussi, notre devoir est d'être à la première ligne de ceux qui luttent contre le génocide à Gaza. Parce que c'est notre lutte, comme être humain, d'empêcher à jamais, chaque fois qu'on le peut, que ce type d'horreur soit commise. Car quand la guerre démarre d'une manière à un endroit, vous êtes certain de la retrouver ailleurs, partout, dans les mêmes termes. Et parce qu'on n'a pas su arrêter Netanyahou quand il a commencé à massacrer tout le monde à Gaza, alors personne n'a été capable de l'empêcher d'envahir le Liban et d'y tuer tout le monde comme il est en train de le faire. Notre pensée va à ceux qui ont pris le risque humain personnel d'embarquer dans la flottille et qui ont été débarqués en Grèce où ils ont été si maltraités, tandis que d'autres ont été gardés prisonniers à l'issue d'une opération de piraterie, car la marine de Netanyahou a intercepté la flottille à plus de 1000 kilomètres des frontières maritimes de Gaza et de l'autre côté de la Méditerranée. Ça s'appelle de la piraterie. Ce n'est pas une accusation d'un mot exagéré que je trouve. C'est le seul mot qui décrit ce qu'est, à raisonner sans aucune autorisation ni mandat, une embarcation. Et en même temps que nous faisons tout cela, il faut que tout le monde sache que nous n'oublions pas un seul des 10 000 prisonniers palestiniens qui endurent l'enfer dans les geôles des suprémacistes fascistes du gouvernement de M. Netanyahou. Quel rapport avec la campagne présidentielle française, vont me demander les benets?
c'est que le monde est un lui aussi, parce que l'humanité diverse et organisée en nations, néanmoins est l'humanité. C'est-à-dire une communauté d'êtres humains liés par le même sort. J'ai dit, pour commencer, pourquoi je présentais ma candidature à ce moment après qu'on en ait discuté. Savez-vous pourquoi? Pas forcément parce que j'étais le meilleur parmi ceux qui pouvaient être candidats. Et nous avons eu une discussion comme nous en avons entre amis, entre gens qui ont les uns pour les autres de l'estime, du respect. Vous avez ici deux personnes dont je suis certain que vous les respectez, et parfois même il vous arrive comme moi de les admirer. Et qu'on me permette d'abord de dire du bien du député marseillais, puisque c'est lui qui organise tout, et y compris cette campagne, et qui le fait avec cette maîtrise que vous lui connaissez dans la vie en général. Ainsi que ma coprésidente, dont tout le monde salue le travail, puisque tout le monde reconnaît que l'Institut La Boétie a été une source ininterrompue d'idées. Et il y a d'autres noms que je pourrais citer, celui de Mathilde, celui d'Éric. Il n'est un Français ou une Française qui ne puisse citer 3, 4, 5 noms d'insoumis brillants. Connaissez-vous d'autres partis dont vous puissiez citer 4, 5, 6 noms, virgule, brillants? Eh non, bien sûr que non. On a pensé de la seule manière qui soit opérationnelle quand on est entre amis. On s'est demandé qui est le mieux préparé. Et on a eu une discussion simple pour en parler. Qui était la mieux préparée pour diriger l'Institut? Évidemment, la personne qui avait organisé le programme, c'est-à-dire Clémence. Qui était le mieux préparé pour organiser le mouvement insoumis qui se confond avec les signataires des parrainages? Eh bien, celui-là qui avait dirigé déjà 2, 3 campagnes présidentielles, 2 campagnes européennes, avec le succès que vous savez. Et on s'est dit qui est le mieux préparé. Eh bien, on a pensé que c'était moi pour une raison toute bête. C'est que c'est moi qui, du fait de mon âge, accumule le plus d'expérience politique. L'âge a des inconvénients, mais il a aussi des atouts. Et on a pensé que celui-là était sérieux, car mes amis, nous allons au-devant d'une saison très agitée de l'histoire. Vous savez comme moi que nous sommes menacés d'une guerre généralisée. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas gouvernés par un fou, certes par une personne totalement désinhibée, et qui par conséquent utilise cette manière de dire tout et n'importe quoi comme une manière d'embrouiller tout le monde et de faire perdre de vue des objectifs constants qu'il suit. Il prépare méthodiquement et de manière armée le maintien de la suprématie des États-Unis d'Amérique sur le monde au moment où l'économie de ce pays, la vie de ce pays, la crise du dollar, la crise du monde ne lui permet plus d'assumer cette domination autrement que par la violence. Nous allons au-devant d'une crise écologique dont je vous demande d'être les expliquants dans le peuple. Ce qui se passe est très grave. Déjà, le climat sera plus perturbé dans les 2 ans qui viennent, l'année 2026 et l'année 2027, qu'il n'a jamais été. Nous avons enregistré les plus hautes températures du siècle. Et la mer Méditerranée dont nous sommes riverains est une mer qui se réchauffe plus vite que les autres parties de l'océan mondial. Et elle est au pied d'un continent qui se réchauffe plus vite que les autres continents. Si bien que l'évaporation va augmenter la masse d'eau qui se trouve dans le ciel et qui forcément va retomber à terre. Dès lors, nous allons être les contemporains de grandes secousses climatiques. Et en ce moment, on a observé que le courant qui longe la côte pacifique de l'autre côté des Amériques, le courant chaud, descend plus tôt que prévu, si bien que le refroidissement va être d'abord ralenti, puis interrompu. Le climat va être modifié sur toutes les côtes de l'océan mondial, Pacifique, Atlantique et nécessairement mer Méditerranée.
Par conséquent, ce qui va se passer, c'est pas seulement qu'il va tomber beaucoup plus d'eau, c'est pas seulement qu'il va faire beaucoup plus chaud, c'est que ces désastres climatiques vont occasionner ici, là, des destructions massives des réseaux sur lesquels repose l'économie moderne et la vie moderne. Réseaux de câbles, réseaux d'électricité, réseaux d'eau, et ainsi de suite. Et c'est une secousse terrible qui va mettre à contribution toutes les nations. Les nations ne sont pas préparées à cette situation. Les élites ignorent cette situation, alors qu'on a dit sur tous les tons qu'il fallait sortir de la civilisation du pétrole, qui se confond avec l'autorité des États-Unis d'Amérique, qui est dirigée par les pétroliers du monde. Eh bien, il continue, il y a plus que jamais de projets, de pipelines pour le pétrole, pour le gaz. Il faut sortir de la civilisation du pétrole, mais ça n'empêchera pas que les catastrophes aient lieu maintenant. Il va falloir mettre à contribution tout ce que la nation, l'État, le peuple est capable de faire pour se protéger en commun. C'est pourquoi nous avons besoin de la conscription, pas pour fabriquer de la chair à canon, pour faire des guerres. La conscription pour l'entraide, que les plus jeunes viennent à la rescousse des plus anciens qui ont besoin d'eux, ici, là, lorsque ces masses d'eau vont tomber sur tout le monde, ou quand il fera trop chaud, ou quand il fera trop ceci ou trop cela. Cette conscription écologique, c'est elle qui donne du sens à ce projet que nous portons de la conscription. Pas la guerre, la paix, l'organiser, savoir la faire vivre. Et puis enfin, il y a la crise économique et sociale. Pour l'instant, vous n'observez que le début de cette crise, c'est-à-dire la transmission partout de la cherté à la pompe de ce dont vous avez besoin pour faire rouler vos voitures quand elles roulent à l'essence, pour aller au travail ou, parce que vous n'avez pas le choix, vous livrez aux 1001 activités de la vie quotidienne. Vous savez maintenant, comme au XXe siècle et comme au XIXe siècle, on fait au moins 4 trajets par jour. Mais la distance n'est plus la même. Chacun fait au moins, en moyenne, 50 km. Eh bien, tout ce que vous donnez à la pompe, c'est une part de votre salaire, de vos allocations. Et cette part vous est retirée. Elle se transforme en paiement à la pompe, qui eux-mêmes se transforment en revenus pour les actionnaires. C'est donc un transfert de moyens qui vient du travail vers le capital, que sont les actionnaires. Je suis seulement en train de vous décrire une réalité ordinaire, matérielle. Ce n'est pas un point de vue idéologique que je vous explique en ce moment. C'est comme ça que ça se passe. Alors il faut qu'on explique tout ça autour de nous. Et enfin, le 4e point, qui est lié par une espèce de concours de circonstances, nous venions de décider que nous introduirions dans notre programme une nouvelle frontière que nous avons appelée la santé humaine. Parce que la santé humaine est devenue un défi écologique. Si vous étiez des grenouilles, vous le sauriez. Quand il y a beaucoup de grenouilles, c'est parce qu'il y a beaucoup de moustiques et qu'ils ont pondu beaucoup d'œufs et il y a ensuite beaucoup de moustiques. Alors les grenouilles finissent par tout bouffer et à un moment donné, il n'y a plus de moustiques et donc il n'y a plus rien à manger pour les grenouilles. Donc chaque fois qu'une espèce se déploie d'une manière désordonnée et sans tenir aucun compte de la gestion de son environnement, comme c'est le cas pour les grenouilles, mais aussi pour les êtres humains, je viens de vous le dire, eh bien elle se détruit elle-même. Et cette destruction prend la forme d'un empoisonnement généralisé de la population. 99% des Français sont contaminés par les polluants éternels et par les pesticides. Et nous ne sommes pas parvenus, quoi que nous ayons voté, à empêcher ce gouvernement d'arrêter d'autoriser qu'on continue à épandre des pesticides partout dans le pays. Figurez-vous que si l'armée de Netanyahou se sert du glyphosate pour stériliser les terres qui sont au Liban ou à Gaza, est-ce que vous pensez que ça va vous faire du bien? Certainement pas. Pareil pour le plastique, si bien que nous avons une épidémie de cancer liée à l'environnement, une épidémie de diabète liée à la malbouffe. Ce ne sont pas des malédictions qui tombent du ciel, c'est le résultat de l'activité humaine, de décisions politiques. D'autres décisions politiques pourraient renverser le cours des choses. Et voici pourquoi nous présentons notre candidature. Non pas pour rafistoler le système,
un petit peu moins de plastique, un petit peu moins de glyphosate, mais pour le renverser, changer de fond en comble tout cela. Il faut tourner la page et il faut s'avancer hardiment, car nous sommes capables de tout changer par l'activité populaire et par notre jeunesse, la Nouvelle-France, plus éduquée que jamais de toute l'histoire de France, plus connectés, vous autres, mesdames, messieurs, que jamais. Nous sommes un peuple nouveau, et voici que leur obsession racialiste fait que quand ils m'entendent parler de Nouvelle-France, ils regardent vers les quartiers où, en effet, il y a la Nouvelle-France. Mais la Nouvelle-France, c'est tout le monde. Une génération remplace l'autre. Et quand on me dit « Ah, mais vous, monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne faites pas remplacer ?» Mais parce que je ne suis pas remplaçable en tant qu'individu. Une génération remplace l'autre, je remplace celle de mes parents. Paix à leurs cendres. Et nous voilà à tous âges, dans un pays nouveau, où chacun d'entre nous, 1 sur 3, a un ancêtre étranger, alors ça les empêche de dormir. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous renvoyer tous chez nous? Vous êtes devenus fous? C'est ici, chez nous. Voilà ce que nous avons à vous dire. Et puis... Arrête, ils vont pas dormir. Hein. Arrête, et alors? Ils savent même pas que les femmes ont changé. On se demande où ils vivent. Nouveau par rapport à quoi, mes amis? Ben, par rapport à 1958. La Constitution de la Ve République a été promulguée pour faire face à une crise terrible, la décolonisation de la France et le transfert de millions de gens de la campagne vers la ville. Et c'est comme ça qu'une famille sur 2 de France a quitté le département dans lequel ils avaient toujours vécu. Voilà ce que c'est la Nouvelle-France. Mais c'est un discours pour la porter, et comme je suis fier de voir mes plus jeunes camarades, filles et garçons, crier « On est chez nous ». Oui, oui, la vie l'emporte toujours sur la mort. Et la mort, c'est le racisme. La mort, c'est la fin de la France telle que nous l'aimons, dans cette capacité de rassembler. Alors, ils ne sont même pas foutus de se rendre compte que les femmes ne sont plus les mêmes. Peut-être qu'ils sont enfermés dans un monde étroit, masculiniste et borné. Ils ne savent pas que depuis 1958, les femmes ont droit à un carnet de chèques, les femmes ont le droit d'aller travailler sans demander la permission à leurs époux, les femmes ont gagné le droit de contrôler leur fécondité. Et pour le cas où vous ne le sauriez pas, ce ne sont donc plus les mêmes qu'une génération d'avant. Parlez avec votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère, si elle est toujours là, et vous vous en rendrez compte très vite. La France est nouvelle de 1000 manières. C'est pourquoi, nouvelle, éduquée, féminisée, eh bien, elle a le droit d'avoir d'autres institutions. Le peuple veut contrôler, c'est son droit. Et il a raison, parce que quand on a un gouvernement où le Premier ministre décide que la loi ne s'applique pas le 1er mai, on est dans un gouvernement qui ne respecte plus l'état de droit. Quand on a un président de la République qui ne respecte pas le résultat des élections, ce n'est plus une démocratie ni un état de droit. Il est temps que nous passions par là. Les Français doivent se dire dans cette élection, vous avez à choisir si vous êtes un peuple digne de sa propre liberté, si vous êtes digne du sacrifice de ceux qui, venant de l'extérieur, vous ont libéré et qui, de l'intérieur, étant cependant en minorité, vous ont libéré par leur combat. Ou bien, si vous êtes définitivement tous prêts à vous soumettre aux nouveaux pétainistes, les Bardella, Le Pen et compagnie, qui sont la négation de la France. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vais vous demander une chose. Moi, je fais cette campagne. Toi, tu feras la prochaine, et toi aussi, 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 et toi aussi. Alors vous faites cette campagne, et vous la faites en femme et homme libres, qui aimaient la liberté au point de vouloir la répandre. Être libre, avant toute chose, c'est savoir, c'est comprendre, c'est aiguiser son intelligence pour prendre avec soi, comme une expérience, la réalité de l'existence. Voilà pourquoi, avant toute chose, il y a culture, éducation, transmission du savoir. Regardez vos enfants jouer ensemble, voyez à quelle vitesse ils s'apprennent les uns aux autres les bêtises. Eh bien, quand on est plus grand, il s'agit d'apprendre les uns aux autres, non pas les bêtises, on les trouve tout seuls.
Mais ce qui compte, pour faire une belle et bonne vie, vous devez mener cette campagne comme une campagne d'éducation populaire. N'acceptez pas de vous abaisser à l'injure ou à vous mêler de la vie privée de l'un de l'autre pour apprécier ce qui se passe. Éduquez, éduquez, éduquez encore, vous qui avez l'avantage d'être des militants politiques. Distribuez des livres. Expliquez à ceux qui ne comprennent pas pourquoi vous faites ceci ou cela. Et si vous-même vous n'avez pas compris, allez demander à quelqu'un qui a compris et faites-vous expliquer jusqu'à ce que vous-même vous ayez compris. L'économie, la science, la culture, vous avez besoin de tout comprendre pour être le peuple révolutionnaire dont on a besoin quand nous allons installer la 6e République et mettre en place ce gouvernement insoumis. Nous ne faisons pas un parti révolutionnaire, même s'il y a dans nos rangs des militants de partis révolutionnaires. Notre objectif est d'être un peuple révolutionnaire. Si nous voulons changer la France de fond en comble, de la cave au grenier, il faut qu'il y ait toute votre énergie, un par un, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, la tienne, un par un, vous entrerez dans la lutte pour convaincre et ensuite pour gouverner. Car si je gagne, vous ne resterez pas tranquillement chez vous à fêter la chose. Vous le ferez d'abord un temps, je vous connais. Et il est bien probable que moi aussi. Mais ensuite, nous nous mettrons tous au travail comme nous sommes en train de le faire là pour cette campagne. Nous allons changer la France de nos propres mains, de notre propre intelligence. Et maintenant, voici ce que vous allez faire. Je vous ai dit, vous allez réfléchir, apprendre aux autres. Les plus jeunes, s'il vous plaît, allez voir vos grands-parents. Car, voyez-vous, les jeunes gens sont écoutés par leurs grands-parents. Pour quelqu'un d'âge, c'est toujours un bonheur d'avoir ses plus jeunes auprès de soi et de parler avec eux. Et voyez-vous, quand Mathilde Panot, notre présidente de groupe, a déposé pour la première fois une proposition de loi qui a été adoptée en faveur du fait que l'interruption volontaire de grossesse, qui dépend de la liberté individuelle de chaque femme, sont inscrites dans la Constitution. Eh bien, comme il y avait un risque que le Sénat ne l'adopte pas, qui, à votre avis, a fait la décision? Les sénateurs l'ont dit, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont dit, moi, ma petite fille est venue me voir, ma petite nièce est venue me voir et elle m'a dit, si jamais tu votes pas ça, je ne reviens pas te voir. Alors, ils ont compris que bien sûr elle reviendrait, mais tout d'un coup ils sont entrés en eux-mêmes et ils se sont dit, je suis un homme, et de quel droit vais-je décider à la place de ma petite fille, de ma petite nièce, ce qui est bon ou pas bon pour elle? Si je l'ai participé assez bien à son éducation, elle le sait elle-même et elle n'a pas besoin qu'un homme vienne lui dire ce qu'elle doit faire de son corps. Ce sont des choses que l'on garde pour soi, mais ils sont tous allés voter. Alors vous autres, vous devez faire ce travail. Vous devez continuer l'inscription sur les listes électorales. Le scandale continue de gens qui ne sont pas inscrits. Et ce pouvoir rêve du fait que les milieux populaires des villes et des campagnes n'aillent pas voter. Ils rêvent de ça. C'est pourquoi ils n'en parlent jamais. C'est pourquoi on a tant de gens mal inscrits ou désinscrits et qui découvrent le dernier jour qu'ils ne peuvent pas voter. On leur dit, ah, vous pouvez aller voir le juge. Ben tiens, on n'a que ça à faire. Et on ne sait même pas où il est, le juge, et qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous voulez m'envoyer chez le juge, je viens voter, moi, c'est tout. Je ne veux pas être jugé. Les gens finissent par se dire, eh ben, si c'est comme ça, je rentre à la maison et c'est tout. Et c'est fait pour dissuader. Et puis, maintenant, je termine en m'adressant à ceux qui sont, je suis sûr que c'est beaucoup parmi vous, poètes, peintres, musiciennes, musiciens. Eh bien, j'en appelle à votre créativité, à votre inventivité. Je voudrais qu'on fasse une très belle campagne où vous inventez des chansons, où vous inventez des refrains, où vous faites sur des feuilles 21-27 bien jaunes quelques belles citations que vous allez coller ici ou là, un peu partout, pour que les gens, en se baladant dans la rue, y voient des pensées un peu plus profondes que les sottises qu'ils voient d'habitude. Et pas seulement pour faire des visuels
sur l'Internet, parce qu'il faut un peu que vous décrochiez de vos téléphones. Ça rend malade, hein, vous le savez tous. Hein. Bon, un peu d'écriture, un peu de lecture. Faites des beaux poèmes, faites des belles chansons, faites des beaux dessins. Il faut que nous soyons d'abord et avant tout créatifs. Et ma dernière demande, c'est de l'humour, camarades. Fichez-vous d'eux, parce que quand vous leur dites la vérité, il faut une tête, genre cause toujours. Mais quand vous vous moquez d'eux, alors ils sont pas bien du tout. Parce que leur réputation, c'est tellement important pour eux. Faites des blagues, écrivez des blagues, diffusez des blagues. Quant à moi, je vais faire la tortue une fois de plus. Cette fois-ci, c'est moi qui arrive le premier. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous allons tous les battre. Une fois de plus, on me raconte que je suis 20 points derrière le fasciste, mais celle-là, vous me l'avez déjà faite 3 fois. La dernière fois, j'étais censé être 20 points derrière Madame Le Pen. À 1 point, on a été privé du 2e tour, et elle, éliminée du 2e tour. Ah ah, il y en a un qui était bien content, qui a eu peur, hein, cette nuit-là. Parce que c'était une autre affaire de me battre moi que de la battre elle, hein. Moi, je viens pas avec 3 tonnes de papier à un débat. Vous verrez ce que vous verrez. Le Bardella, il se défilera. Quand on va arriver au 2e tour, il voudra pas débattre. Il va dire « Je ne parle pas avec ce monsieur, blablabli, blablabla. » Tout ça parce qu'il les aura à 0. Et si jamais il vient, je vais lui faire la leçon comme un chenapan. Voilà ce qui va se passer. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que j'en ai marre de ces gens qui viennent et qui disent « Ah oui, il est très mauvais pour le 2e tour. Commence d'abord toi, par être bon pour le 1er tour et tu viendras causer après. » Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? De me saboter le 2e tour avant qu'il ait eu lieu ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes les renforts de l'extrême droite quand vous commencez à me taper maintenant pour le 2e tour. Je vais vous dire ce qui va se passer au 2e tour. Si ça se passe comme on nous a dit que ça allait se passer, c'est-à-dire que ce sera l'extrême droite contre nous, et c'est normal que ce soit l'extrême droite contre nous. Pourquoi ? Parce que la société est malade et qu'il y a un choix à faire. Alors ceux qui sont là, le centre comme ils disent, ils sont ni à gauche, ni à gauche, voilà. Alors, ils sont là, et ils aimeraient bien que ça s'arrange tout seul, et sans faire trop de sacrifices, hein, avec 3 poussières et 4 petites réformettes par-ci par-là. Mais ce temps-là est passé, pauvre ami. On est dans un autre monde. Et donc, 2 principes fondamentaux de la vie vont s'affronter. Chacun pour soi, ou tous ensemble. C'est ça l'enjeu entre l'extrême droite et nous. Voilà ce qui se joue, rien d'autre. Alors, je vais vous dire, ayez confiance dans votre patrie. Au 2e tour, nous serons opposés à un fasciste et nous allons le battre, et voici pourquoi. La France n'est pas raciste, la France n'est pas fasciste, la France n'est pas pétainiste, la France ne capitule pas. La France n'a pas peur des Américains, elle n'a pas peur de Netanyahou, elle n'a peur de personne. Et nous, les premiers. Et moi, compte tenu de l'homme que je suis, de mon caractère et de ce que j'ai vécu, j'incarne cette force de résistance absolue à toute adversité. Je suis comme vous, une tête dure que rien ne fait céder. Alors, le pays tout entier nous a vus à l'œuvre tenir bon quand tout le monde nous tapait dessus. Alors il sait que rien ne nous fera céder, une fois de plus cette fois-ci. Allez, au travail.